Dans l'actualité de ce mercredi, sur initiative du secrétaire général de l'ONU, le groupe des leaders ouest-africains de l'énergie a été porté sur les fonds baptismaux hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le GLAE sera une plateforme pour trouver une réponse aux obstacles de développement dont l'énergie constitue un des vecteurs les plus importants. Et le Togo y était représenté par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Et c'est toujours le chef du gouvernement qui a témoigné ce mercredi la gratitude de tout le peuple togolais à la mémoire de Atou Kofi Amega, le premier président de la Cour constitutionnelle décédé à l'âge de 84 ans, a été inhumé ce jour. Et puis le secteur agricole togolais se revitalise une fois de plus. C'est un important lot de matériel que vient d'acquérir l'État sur financement indien. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République a adressé un message de félicitations au très honorable gouverneur général du Canada, David Lloyd Johnston. Dans son message, le président de la République a saisi l'heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial pour le peuple canadien pour exprimer son souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se renforcer davantage. La crise énergétique est indiscutablement un frein majeur au développement économique du continent. C'est en substance ce qu'il faudra retenir de l'allocution du Premier ministre hier en Côte d'Ivoire. Komi Selom Klassou a participé à la cérémonie marquant le lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Et cette initiative du secrétaire général de l'ONU devra favoriser l'accès à l'énergie durable pour tous. Le compte rendu du séjour du chef du gouvernement en terre ivoirienne avec Joël Adiadab. Trois temps forts ont marqué le séjour en terre ivoirienne du Premier ministre Komi Selom Klassou. Le chef du gouvernement a d'abord pris part aux côtés de ses homologues de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Bénin au lancement des activités du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, dont la cérémonie inaugurale a été présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara en présence du vice-président du Nigeria et des anciens présidents John Kufuor du Ghana et Olusegun Obasanjo du Nigeria. Intervenant au nom du président Alassane Ouattara, le Premier ministre ivoirien a fixé les objectifs de cette rencontre qui vise surtout à faire face aux défis liés à l'accès à l'énergie des populations des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a aussi donné l'assurance de l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir l'initiative du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie. Près de 600 millions d'Africains vivent sans accès à l'électricité, soit environ 57% de la population. Dans notre espace CEDEAO, c'est 61% de la population qui vit sans accès à l'électricité et 77% n'ont toujours pas accès à des combustibles propres pour leurs besoins domestiques. Le taux d'électrification global de l'Afrique était de 42% en 2014. On note également 15% de la population mondiale vit sur le sol africain et consomme seulement 3% de l'électricité produite dans le monde. Ce qui est un frein, bien sûr, majeur au développement économique du continent. Les besoins sont donc pressants en matière d'investissement. Il nous faut donc accélérer la cadence en ce qui concerne la mise en œuvre des grands projets structurants, notamment au niveau communautaire, avec ce que cela suppose au préalable de réflexion, d'échange, de clarification de nos objectifs et d'harmonisation des pratiques et cadres réglementaires. C'est ce qui justifie bien sûr le recours à un leadership fort et inspirant de personnalités de haut niveau pour promouvoir les politiques et les projets nécessaires pour aplanir les difficultés et pour plaider pour le développement de systèmes énergétiques durables, bénéfiques pour l'ensemble de la communauté.
Le groupe des leaders ouest-africains de l'énergie est composé de hauts responsables politiques et économiques avec pour ambition d'apporter des solutions novatrices à même de répondre aux défis énergétiques de l'Afrique. Il a, au nombre de ses activités, celles ayant trait au renforcement des capacités à développer et partager les compétences en matière d'énergie. S'exprimant lors de la table ronde de haut niveau consacrée à la sempiternelle problématique des énergies renouvelables, le chef du gouvernement Komi Lomklassou a indiqué que le défi majeur pour la réalisation de la sécurité énergétique réside dans le renforcement du partenariat public-privé et dans la consolidation de l'intégration sous-régionale. Il a aussi et surtout appelé à l'exploration et à l'utilisation des ressources énergétiques propres, moins chères et moins polluantes. L'énergie est au cœur du développement aujourd'hui. Elle est également l'élément central pour l'épanouissement de nos concitoyens. Et vous aurez constaté que dans notre déclaration de politique, il y a une bonne partie qui était consacrée à l'énergie. Parce que le chef de l'État, lors de la campagne, a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour augmenter le taux d'accès à l'énergie à nos compatriotes afin que cette énergie qui est nécessaire pour l'éclosion de l'économie puisse effectivement être disponible à moindre coût pour la plupart de nos compatriotes. Donc la rencontre d'aujourd'hui à Abidjan a pour objectif de voir comment, dans un cadre d'intégration sous-régionale, nous allons pouvoir réfléchir et rechercher les voies et moyens pour juguler cette crise énergétique qui n'épargne aucun pays. Les perturbations fréquentes, à savoir les délestages, les coupures intempestives dans beaucoup d'autres pays, au Togo aussi on en connaît par moments, ces perturbations ne permettent pas aux acteurs économiques, aux investisseurs, de pouvoir profiter de leurs activités en termes d'exercice à plein temps. Or, sans ça, le problème de chômage aussi peut se poser. C'est un peu le serpent de la mer. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui, comme je l'ai dit entre-temps, a pour objet de voir dans un cadre sous-régional faire le diagnostic d'un problème qui nous est commun, de voir comment nous allons à l'avenir, au lieu que chaque pays cherche à vouloir régler ce problème individuellement, qu'on le pose dans un cadre général, régional, et qu'on puisse fédérer nos énergies et essayer de trouver une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a, avec les nouvelles technologies, on peut facilement utiliser l'énergie solaire, qui est une énergie propre. Quand on dit propre, c'est comparativement aux énergies du fioul, par exemple, ou du carburant, qui libèrent du CO2 dans l'atmosphère et qui contribuent à la dégradation de l'atmosphère. Et donc, l'opportunité de vouloir utiliser les énergies propres fait partie de la réunion d'aujourd'hui et nous pensons que c'est une très très bonne initiative à laquelle le Togo adhère pleinement. En marge des travaux du lancement du groupe des leaders ouest-africains de l'énergie, le chef du gouvernement Komi Lomklassou et ses homologues de la sous-région ouest-africaine, ainsi que diverses personnalités, ont eu des échanges avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence ivoirienne. Les questions liées à un meilleur accès des populations aux ressources énergétiques ont été largement abordées. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement Komi Lomklassou a pris part dans la commune de Yopougon à Abidjan à la cérémonie de mise en marche de la centrale thermique d'Azito inaugurée par le président Alassane Ouattara. Une centrale qui vient renforcer les capacités énergétiques de la sous-région ouest africaine.
Et de retour à Lomé, le chef du gouvernement a pris part à la messe d'enterrement de Atou Kofi Amega, le premier président de la Cour constitutionnelle togolaise, décédé le 29 avril dernier, a été inhumé ce mercredi après le témoignage de gratitude de toute la nation. Le compte rendu avec Aimé Abalou. Ceux qui pieusement sont morts ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Les obsèques du premier président de la Cour constitutionnelle du Togo ont drainé un parterre de personnalités, de parents et amis venus lui rendre un dernier hommage. Le premier ministre, Selom Komik Lassou, a témoigné la reconnaissance de la nation à l'illustre disparu par un dépôt de gerbes. Et que l'on coupe aussitôt. Derrière l'image du défunt, une riche carrière politique et professionnelle qui fait de lui une icône du corps judiciaire. La Cour constitutionnelle et tous les magistrats, tout le corps judiciaire, par ma foi, la nation togolaise tout entière te rend hommage pour cette belle carrière que tu as à ton actif. Magistrat hors pair, ministre, membre du groupe des 10, diplomate, président de la Cour suprême et président de la Cour constitutionnelle, ton étoile a brillé, non seulement au Togo, mais aussi au-delà de ses frontières et sur d'autres continents. Et au-delà des continents, Louis Amega regagne désormais sa demeure éternelle par sa foi chrétienne. L'absoute prononcée pour honorer sa mémoire et purifier son âme est aussi un appel lancé aux vivants pour une foi sincère, la clé des portes de l'au-delà. Que la grâce que Dieu nous procure en cette célébration de tes funérailles nous atteigne pour que chacun nous repartions d'ici avec la crainte, non la peur, avec la crainte, c'est-à-dire le respect et l'adoration de Dieu. Louis, c'est encore avec les mots du texte de la sagesse que je voudrais terminer en te souhaitant de recevoir par la grâce et la miséricorde de Dieu les grands bienfaits, toi qui as su compter sur ton Créateur. Repose en paix. Amen. Juriste et haut magistrat, le défunt avait de son vivant gravi presque tous les échelons de la société. La Cour d'appel de Lomé, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle sont autant de prestigieuses institutions qu'il a dirigées. De même, ses passages à la tête de différents ministères et aux Nations Unies sont aussi des références qui ont auréolé son parcours. L'homme de droit et de rigueur s'en est allé, sans un cri, sans une larme, sans un gémissement. Il arpenta doucement l'espace qui nous sépare de l'au-delà. Alors que dire, que faire, sinon évoquer le psalmiste dans le psaume 120, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dorme pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient tout près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Amen. Louis Atou Kofi Amega s'en va donc à 84 ans,
laissant 2 veuves, 9 enfants ainsi qu'une grande famille de juristes et magistrats profondément meurtris. Il a été inhumé dans l'intimité familiale. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du gouvernement. Une forte explosion s'est produite le 30 juin 2015 aux environs de 14h30 dans l'enceinte de l'usine de production de ciment Wassem à Tablibo, préfecture de Yoto. Des ouvriers juchés sur une citerne contenant du fioul s'attelaient à dérouiller certaines de ses parois avec des outils de soudure lorsqu'ils ont été brusquement projetés par une violente explosion provenant de cette citerne. Ce grave accident a occasionné 5 morts, dont 4 ouvriers togolais et un technicien de nationalité indienne. Un blessé grave, un ouvrier, et d'importants dégâts matériels. Le parquet d'instance auprès du tribunal de Tablibo a aussitôt ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes exactes de cet accident. Le gouvernement togolais présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à l'ensemble du personnel de cette usine et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il exhorte tous les chefs d'installation industrielle et manufacturière à offrir un cadre de sécurité optimal pour le bon déroulement de leurs activités. Et nous sommes sur ce plateau justement avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yark Damhan, pour plus de précisions sur ce drame. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Mais tout d'abord, retour sur les faits de ce sinistre avec Pierre Soussoupa. C'est un accident de travail survenu ce mardi sur le site de transformation de calcaire de Wassem à Tablibo. Un événement malheureux qui a occasionné des pertes en vies humaines. On dénombre 4 morts et un blessé grave. À l'origine de l'accident, les travaux de maintenance sur l'un des bacs à huile de l'usine, dont les étincelles au contact avec le fioul auraient provoqué l'explosion. Aussitôt saisi, le chef de l'État a dépêché une délégation ministérielle pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes. Si les ouvriers étaient sur la citerne en train de faire des travaux de soudure, malheureusement, au cours de ce travail, il y a eu une explosion. Il ne leur a pas donné la chance de s'en sortir. Donc, il y a eu 4 morts, un blessé grave évacué sur lui et un 4e corps qu'on n'a pas encore vu. Nous avons présenté les condoléances du gouvernement aux parents des décédés, aux ouvriers de l'usine, aux responsables de l'usine et notre compassion aux blessés. Nous souhaitons une prompte guérison. Le représentant du chef de l'État a remonté le moral à l'ensemble du personnel de l'usine et souhaité prompte guérison aux blessés. Le colonel Yak a promis qu'une enquête sera diligentée pour situer les responsabilités. En attendant, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en appelle au respect des mesures de sécurité et de prévention de risques sur les lieux de travail. Et nous revenons donc sur ce plateau avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le ministre, nous l'avons suivi dans le reportage, on l'a compris dans le communiqué du gouvernement, mais on se le demande toujours, que s'est-il passé concrètement? Merci beaucoup, madame. Donc, comme dit le communiqué, hier 30 juin 2015, aux environs de 14h30, donc 6 ouvriers de l'usine Wassem étaient montés sur la cuve, qu'on appelle aussi le bac à fouet, pour effectuer des travaux de soudure. Je crois, sous le fait de la chaleur, une violente explosion s'est produite, projetant aussi bien le couvercle du bac et les ouvriers. Donc, cette explosion a entraîné la projection de 2 ouvriers hors du bac. 3 ouvriers se sont retrouvés dans le bac à fouet et un ouvrier manqué à l'appel. Et donc, sur l'instruction du président de la République, le Premier ministre a dépêché une délégation ministérielle composée de 4 ministres, accompagnée du chef d'état-major général des forces armées togolaises. Lorsque la délégation est arrivée, elle a assisté d'abord à l'évacuation
de l'ouvrier qui est décédé. Et elle a assisté également à l'extraction des 3 ouvriers qui étaient dans le bac. Et les recherches ont continué jusqu'à ce matin où on a pu découvrir le 6e ouvrier qui était au-dessus du couvercle du bac. L'ouvrier de l'ingénieur de nationalité indienne. L'ingénieur de nationalité indienne qui faisait partie des 6 ouvriers. D'accord. Donc c'est ce qui fait qu'en début de journée, le bilan était de 4 morts, un disparu, un blessé. Et ce soir maintenant, c'est 5 morts. 5 morts. Le bilan ce soir est de 5 morts, un blessé grave qui suit des soins intensifs au CHU Sylvanus Olympio. D'accord. Maintenant, monsieur le ministre, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement? Le gouvernement, aussi bien sur les lieux du drame, a présenté ses condoléances aux familles éplorées, ses condoléances au personnel de l'usine et aussi ses compassions aux blessés. Et le gouvernement a également, avec le procureur qui était sur les lieux, ouvert une enquête pour situer les responsabilités, pour voir quelles sont les causes et les circonstances de ce drame. Mais donc, pour l'heure, on ne connaît pas les causes du sinistre. Non, je crois que l'enquête va nous situer sur les vraies causes de ce drame. D'accord. Et vous avez peut-être un mot à l'endroit des chefs d'entreprise? Nous leur demandons, il n'est jamais tard de bien faire. Les grandes unités de production doivent s'entourer des dispositifs de sécurité. C'est vrai, je ne peux pas aller dans les détails, comme je l'ai dit, l'enquête va nous situer. Mais nous demandons aux chefs d'entreprise de toujours encadrer les unités de dispositifs de sécurité. Si jamais il y a des sinistres, des drames de ce genre qui arrivent, qu'on puisse sauver des vies. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La suite de cette édition à présent, je vous le disais, le chef du gouvernement a pris part ce matin aux obsèques de Atou Amégar et plusieurs ministres du tout nouveau gouvernement ont assisté à cette cérémonie d'hommage au premier président de la Cour constitutionnelle. Et certains ont officiellement pris fonction ce jour, en l'occurrence au département de la santé, de la réforme administrative, de l'équipement rural, du travail, des sports et au secrétariat d'État en charge de l'industrie. Regardez. Gilbert Bawara prend contact avec les réalités du département de la réforme administrative qui s'ajoute à son portefeuille de la fonction publique et du travail. L'un des principes phares de l'administration est celui de la continuité du service public et Elliott Ohin a appelé son successeur à poursuivre les chantiers entamés. Il y a des dossiers qui relèvent purement de la réforme de l'État. Cependant, je crois qu'il soit utile de vous dire concrètement ce qui a constitué pendant tout mon séjour à la tête du département l'essentiel des activités. Je reste convaincu que vous continuerez la mission que le chef de l'État vous a confiée dans le domaine de la réforme administrative. Un dernier courrier qui est en étude dans les services techniques et la correspondance du ministre de l'Économie et des Finances, nous demandons de proposer un système de notation des agents publics afin de permettre une véritable évaluation de ceux-ci. Le nouveau ministre est conscient de la lourde tâche qui l'attend. Il compte non seulement sur la collaboration de ses agents, mais aussi sur la disponibilité de son prédécesseur. J'aurais besoin de vos conseils, j'aurais besoin de vos avis. Et Dieu merci, nous restons des collègues. Et souffrez que je puisse chaque fois vous importuner et vous déranger pour solliciter vos conseils, vos avis sur beaucoup de dossiers que vous avez déjà initiés. Je considère la mission et la tâche que le président m'a confiée comme étant une tâche collective qui doit être exécutée collégialement et de manière commune entre moi et l'ensemble des collaborateurs. Mon succès sera le succès de tout le monde et mon échec sera l'échec de tout le monde. Ce département ministériel a été créé le 17 septembre 2013. Beaucoup de réalisations y sont faites, mais des défis demeurent liés, entre autres, à la performance de l'administration togolaise, à la gestion axée sur les résultats et à la simplification des procédures administratives aux agents admis à la retraite. Quant à Elliott Ohin, il est nommé ministre auprès du Premier ministre.
succède à John Aglo à la tête du département du travail et de la sécurité sociale. John Aglo a en effet passé 21 mois en tant que responsable du dit ministère. Mission qu'il considère comme une expérience enrichissante sur le terrain politique et pour laquelle il a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État. À l'ensemble du personnel et au nouveau patron du département, il a souhaité une bonne continuation. À l'ensemble du personnel qui m'a soutenu, moi le chercheur absolu, et qui a fait de moi le praticien en voie de développement, je voudrais dire merci. Mon très cher frère, je voudrais vous souhaiter du courage pour continuer et je voudrais vous rassurer que nous sommes là, engagés auprès de la République pour une construction pérenne et solide, afin que demain, il fasse meilleur qu'aujourd'hui. Le ministre Gilbert Bawara a exprimé sa volonté de tout mettre en œuvre afin que les résultats attendus du département du travail soient atteints. Donc nous avons besoin de travailler en symbiose, en synergie, de collaborer de manière franche et harmonieuse pour que ce qui est attendu de nous, de la part du Premier ministre et du Président de la République, mais également ce qui est attendu de nous, de la part des populations togolaises, puisse être réalisé. Il y a un drame qui s'est produit hier à Tabligo, dans une unité de production industrielle. Et je voudrais dire à quel point le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi et du Travail, de la fonction publique et des réformes administratives, essayera de promouvoir davantage dans les entreprises, dans les usines, dans les unités de production, partout où il y a travail, un travail plus décent. Nous allons redoubler d'ardeur pour promouvoir le respect des normes, de la législation et de la réglementation en matière de travail. Nous assurer que nos concitoyens qui travaillent partout où ils sont, ils travaillent dans des conditions décentes, que leur sécurité est préservée et également que chacun travaille en ayant le souci que chacun ait le juste retour de ce qui est produit. En plus du portefeuille du travail, Gilbert Bawara a la lourde tâche de gérer aussi le département de la fonction publique et de la réforme administrative. En charge du commerce, de la promotion du secteur privé et du tourisme, la ministre Bernadette Lexim-Balouki détient aussi le portefeuille de l'industrie, précédemment sous la direction du secrétaire d'État sortant, Komi Asogba Ohuko. Il s'est dit confiant quant à la poursuite par la ministre Lexim-Balouki des chantiers ouverts. Nous avons essayé durant ces mois de poser la problématique de l'industrialisation du Togo, comme le directeur des affaires administratives financières l'a dit tout à l'heure. Nous avons pensé à un schéma d'industrie inclusive, de la promotion de la qualité et de la propriété intellectuelle. Tout ceci dans un mélange d'innovation technologique. C'était tellement beau et on y croit encore. On a besoin de vous présenter et nous savons que vous allez améliorer ces bases et donner un produit beaucoup plus sûr que le petit que nous avons fait. Bernadette Lexim-Balouki en appelle vivement à la participation de tous les agents de ce département pour la réalisation du cahier de charges du ministère de l'Industrie. Quelle que soit la place que vous occupez dans ce ministère, je compte sur vous pour aider à accomplir cette mission, à atteindre nos objectifs dans de bonnes conditions. Les collaborateurs ont réitéré leur engagement à travailler avec la ministre Lexim-Balouki pour baliser la voie à l'industrialisation plus poussée au Togo. Le ministère des Sports et des Loisirs sous le gouvernement Classou est rattaché au ministère de la Communication, de la Culture et de la Formation civique. Un portefeuille dévolu maintenant au nouveau ministre Guimadje Lorenzo. Il succède ainsi à Mme Angèle Amouzou-Diaké. S'adressant au personnel, le nouveau patron des sports a d'abord témoigné sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui.
Il a promis de travailler avec le soutien de tous pour faire du sport un vrai vecteur de la cohésion sociale. Pour la continuité du service, le directeur de cabinet des sports et des loisirs a rassuré le nouveau ministre que le soutien du personnel ne lui fera pas défaut. Ce département ministériel change de nom et devient celui de l'hydraulique. Et la nouvelle configuration du gouvernement le rattache au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministre sortant Bissoun Nabagou a saisi l'occasion pour appeler les différents acteurs de ce secteur à plus d'engagement. Parmi l'ensemble des activités en cours, il urge de mettre en état de fonctionnement certains bassins du système lagunaire d'évacuation des eaux pluviales de la ville de Lomé, d'accélérer la mise en œuvre du projet du 4e lac pour éviter les inondations des quartiers d'Akode Sowakota, d'Akode Sowaponu, Kanyikope, Kagome, Enfame, Bagida et... Les défis à relever sont donc grands et le ministre Agadazi ne manque pas de stratégie. Vous qui avez accumulé de riches expériences, vous qui avez des expertises avérées, je voudrais donc, avec vous, prendre l'engagement solennel de réaliser l'idéal recherché. Et cet idéal serait de répondre aux attentes des populations en matière de l'eau et de faciliter son accès à tous. Moustapha Mijiawa prend les rênes du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le passage de témoins s'est effectué entre le nouveau patron des lieux et l'ancien Premier ministre Aoumé Zounou qui avait en charge le portefeuille du dit ministère. Ce dernier a appelé son successeur, rhumatologue de profession, à plus de courage et de sérénité pour améliorer le secteur sanitaire dont il a désormais la charge. Je voudrais vous féliciter pour cette confiance que le chef de l'État vous fait en vous nommant à ce poste. Et je sais que vous êtes un homme de rigueur et d'action. Nous l'avons partagé aussi, cette rigueur, parce que tout ce que nous avons eu à faire ensemble et votre exigence et la mienne ont permis de réussir un certain nombre de choses que je vous souhaite de continuer avec tous vos collaborateurs désormais. Et donc pour toutes ces raisons, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et une bonne réussite dans cette mission. Le nouveau ministre mesure l'ampleur des défis qui l'attendent, entre autres la gestion des ressources en médicaments, la formation et la gestion des ressources humaines. Nous avons tous conscience de l'état de notre département, marqué notamment par un hiatus entre la qualité technique intrinsèque des femmes et des hommes d'une part et les résultats observés sur le terrain d'autre part. Le diagnostic des insuffisances a globalement été posé depuis des décennies. Nous sommes au stade de la thérapie, consistant à la mise en œuvre des recommandations issues de différentes réflexions. À la racine du mal se trouve entrelacé des facteurs matériels et immatériels. J'ai conscience de l'extraordinaire force de frappe de ce vaste individu collectif que constitue l'ensemble du personnel de santé de notre pays. C'est depuis septembre 2013 que ce poste était vacant et rattaché à la primature. Et découvrons à présent le nouveau ministre du budget. Il est un expérimenté du secteur financier. Sani Yaya nous est présenté par Aimé Abalo. Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est un professionnel du secteur bancaire et financier. Né le 31 décembre 1963 à Ketao, Sani Yaya cumule 25 ans d'expérience à des postes de responsabilité de haut niveau, dont 6 années à la commission bancaire de la BCEAO. Le nouveau ministre dispose ainsi d'une expérience pluridisciplinaire en risque, finance, audit, opération et développement du business. Son domaine de compétences, les banques, finances et stratégie. Diplômé du CEFEB, Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris, Sani Yaya est aussi titulaire d'un DES en management de Paris 1 Sorbonne et d'une maîtrise S-Sciences économiques à l'Université de Lomé. Son leadership est orienté vers l'action et le résultat. Le ministre du Budget est marié et père de famille. Avant d'être appelé au gouvernement, il était administrateur provisoire à la BTCI.
ses valeurs, la rigueur, l'intégrité et la loyauté. C'était annoncé et aujourd'hui c'est réalisé. Le gouvernement togolais a acquis du matériel agricole d'origine indienne. Et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le colonel Urukura Agadazi, qui a réceptionné ce mercredi, entre autres, les tracteurs, le matériel de récolte et de transformation destiné aux agriculteurs du pays. Le compte rendu avec Emmanuel Adiatlo et Isidore Koubati. La surface cultivable au Togo est estimée à 3,6 millions d'hectares, mais seulement 1,5 million sont exploités. Une sous-exploitation qui peut s'expliquer par la faible mécanisation de l'agriculture togolaise. Le gouvernement prend la mesure de la chose et met les bouchées doubles pour la mécanisation du secteur agricole. Ces tracteurs et belles hydrauliques réceptionnés ici en sont une illustration. Donc ces matériels lourds vont permettre de pouvoir dessoucher le sol. Et maintenant, on a des matériels pour la préparation du sol. C'est ainsi qu'on a acheté 172 tracteurs avec 2 puissances, 115 tracteurs de 115 chevaux et 57 tracteurs de 50 chevaux. Tous ces tracteurs vont permettre de pouvoir labourer sur un sol bien préparé. Et ce que nous devons noter aussi, c'est qu'on a introduit une initiative, c'est l'irrigation goutte à goutte. C'est très important avec les aléas climatiques. Il serait intéressant d'aller vers l'irrigation goutte à goutte. Donc on a acheté le kit d'irrigation goutte à goutte pour 100 hectares. De ces matériels, les producteurs auront les moyens pour mieux préparer et augmenter les surfaces à cultiver. Une mesure pour rendre plus rentable la production agricole. Aujourd'hui, nous avons réceptionné, je dirais même la totalité des engins qui doivent aider les paysans à engager les travaux de labour. On a voulu lancer cette opération pour augmenter le taux de mécanisation du secteur. Et donc si on a ces ambitions, il va sans dire que ce n'est pas les structures de l'État qui vont accompagner ou du moins soutenir ces actions. Il faut nécessairement intégrer de manière forte la participation du secteur privé. L'acquisition de ces tracteurs et belles hydrauliques est le fruit du partenariat entre le Togo et l'Inde. Un partenariat diversifié qui pourra beaucoup apporter au secteur agricole togolais. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.